Lorsqu'on dénude un peuple de sa toponymie d'origine, on lui enlève également toutes ses références sociales, politiques, culturelles et spirituelles. On lui bloque aussi toute possibilité d'émancipation. C'est dans un processus d'épuration ethnique que le gouvernement canadien a mis en place la loi sur les Indiens, qui fixe les Autochtones sous sa tutelle depuis plus de 150 ans, perpétuant ainsi une forme d'apartheid. Cette loi raciste a entraîné l'érosion de la culture des Premières Nations, le déracinement de générations de femmes autochtones et engendré un engrenage de pauvreté, de désespoir et de manque d'estime de soi. Depuis les débuts de ma pratique artistique, je réfléchis aux conséquences de ces politiques agressives dans ma propre famille. En l'espace de 4 générations seulement, le colonialisme ethnique a réussi à me déposséder de mon identité autochtone. Mon arrière-arrière-grand-mère, Mani Pisandawatch, fait partie de la première génération qui s'est vue ghettoisée dans la réserve de Kitikani-Zibi au Québec. À cette époque, la valeur d'une femme valait moins que celle d'un chien. Sa fille se voit ensuite imposer la loi sur les Indiens, un catholicisme forcé. Mon arrière-grand-père, qui ne savait pas lire ni écrire, connaît la dévalorisation de ses connaissances traditionnelles de la pêche et de la chasse face à un capitalisme grandissant. Cette réalité place ma famille dans une pauvreté extrême et mon grand-père est envoyé dans un pensionnat pour enfants autochtones à Ottawa. Lui, qui parlait uniquement algonquin jusqu'à l'âge de 10 ans, revient sur sa communauté anglicisée et profondément honteux de son identité autochtone. Il décide éventuellement de quitter la réserve avec sa famille dans l'espoir d'offrir à ses enfants de meilleures opportunités en ville. En 1956, il n'a toujours pas le droit de voter ou de consommer de l'alcool, à moins de renoncer à son statut d'Indien. Mentionnons d'ailleurs que les Autochtones sont la seule race dont le gouvernement donne une carte pour définir à quelle race ils appartiennent. Ma mère, née à Maniwaki, n'a jamais appris l'algonquin. En revanche, elle apprend à avoir une honte de son identité algonquine et en fait abstraction le plus possible. Influencée par cette honte, en 1976, elle épouse mon père, un Français, et perd automatiquement son statut de femme autochtone. De la même manière, elle perd le droit de résider dans sa communauté d'origine et aussi l'accès à ses droits sur le territoire. Il lui faudra attendre presque une décennie jusqu'à l'approbation du projet de loi de C-31 en 1985 pour pouvoir récupérer son statut de femme autochtone devant la loi. Les femmes autochtones sont constamment prisonnières des circonstances sociales et particulièrement désavantagées par les lois racistes promues par le colonialisme. Et je pense qu'il est important de comprendre l'impact de ces politiques agressives pour parler de féminicide autochtone aujourd'hui. Quant à moi, si je ne m'identifiais pas comme femme autochtone aujourd'hui, est-ce que je ferais partie de la dernière génération dans ma famille assimilée? Ce serait alors une réussite du plan d'assimilation du gouvernement canadien.
Mon film Mobilize retrace parmi d'autres choses de manière métaphorique l'évolution de ma propre famille au siècle dernier en partant du nord jusqu'au sud urbain et donne rapidement un aperçu de comment la topographie personnelle se transforme au fil des générations. Afin de contrebalancer la lourde histoire qui pèse non seulement dans ma propre famille, mais également dans plusieurs autres familles autochtones, je pense avoir la responsabilité de prendre le plus de place possible en tant que femme issue de la communauté autochtone. Ma démarche artistique, qui au départ venait d'un désir intrinsèque d'expression et de définition de soi, s'est ensuite transformée en une réflexion sociologique des pouvoirs coloniaux. Je me suis assez rapidement intéressée aux notions de territoire et notre rapport à l'urbanisme. Si l'architecture agit comme une trace de notre histoire, elle pourrait aussi être considérée comme une arme d'assimilation. Construire un pont serait peut-être un premier acte de colonisation et de marginalisation. Dans mon film Géphirophobia, qui veut dire la peur de traverser les ponts, j'ai voulu explorer le paysage et la tension qui existe entre deux identités distinctes qui partagent la rivière des Outaouais comme frontière commune. Ottawa est un lieu symbolique où trois solitudes canadiennes se regardent depuis plusieurs siècles, francophones, anglophones, autochtones. À travers ce film, j'ai voulu mettre en image le pouls de la capitale nationale et montrer que la marginalisation d'une communauté considérée inférieure devant la souveraineté canadienne peut engendrer un état de pauvreté. Pour moi, tout y est relié. Dans Apparatus, 30 pierres individuelles constituent l'ensemble de l'œuvre, faisant écho au corps social, institutionnel et environnemental dans lequel nous vivons. Chaque bloc, en édition limitée, agit comme une pièce de puzzle et nous rappelle notre interconnexion au sein de la société. Le bois et le cuivre symbolisent les matériaux présents avant la construction des villes, tandis que le ciment industriel évoque l'architecture qui nous définit et dicte nos flux à travers les villes. Son apparence rappelle peut-être le mémorial juif à Berlin, un rappel que les villes comme Montréal sont construites sur des territoires non cédés et non sans l'exploitation des Premières Nations. La plupart des personnes qui sont désavantagées en milieu urbain passent une quantité proportionnelle de leur temps sur le béton qui l'occupe.
La Ville agit donc à titre de participant passif où elle témoigne et facilite la vulnérabilité des populations marginalisées. L'utilisation du ciment comme matériel s'est avérée comme une évidence pour parler de patriarcat et pour remettre les questions autochtones à l'ordre du jour. Dans Unlikely Process, présenté à la Galerie Raw à Winnipeg, je suis partie de la forme d'un cube minimaliste pour parler de génocide. En 2014, on n'avait toujours pas publiquement qualifié de génocide culturel les politiques agressives du gouvernement canadien visant à assimiler les Autochtones. C'est sous forme de site archéologique personnel que mon cube de béton a pris l'allure d'un monument qui adresse un passé douloureux, mais qui cherche aussi à l'immortaliser. Grâce à une base cachée, le cube semble flotter à quelques centimètres du sol. Un regard plus rapproché y révèle des vêtements enfouis. Une toile rouge effilochée, du cuir noir et de la dentelle appartenant à des vêtements usagés s'aventurent comme des fossiles dans un bloc de calcaire. Le moule en bois de chêne, utilisé pour couler le ciment, a d'abord été soigneusement décoré comme on pourrait le faire dans les traditions funéraires. Les motifs triangulaires en noir, blanc et gris qui se répandent sur les surfaces teintées d'ambre font écho aux motifs traditionnels des Premières Nations et servent à définir l'emplacement où les vêtements ont été encastrés dans le ciment. Où certains peuvent voir une certaine morbidité dans le processus créatif de cette œuvre, moi j'y vois plutôt un appel à la commémoration jumelée d'une volonté d'instiguer une présence. L'implication du corps et du travail physique dans la fabrication de l'œuvre est importante car elle amène une certaine geste ritualistique qui amène le respect. Dans la même continuité, l'exposition « Dans l'ombre de l'évidence » présentée à la galerie Axnéo 7 à Gatineau traite de la place des femmes autochtones dans la construction de nos sociétés. Depuis le début de la construction du Canada, les politiques coloniales pavent le chemin pour forger un féminicide autochtone. Je me rappelle être particulièrement troublée par la déclaration de Stephen Harper en 2014 qui mettait de côté l'enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées, annonçant que ces meurtres étaient d'ordre criminel et non un phénomène sociologique. Les statistiques prouvent pourtant que les femmes autochtones sont 4 à 7 fois plus à risque que la moyenne des femmes canadiennes de mourir assassinées. Et cela alors que la population autochtone représente seulement 4% de la population générale canadienne. C'est pourtant grâce aux femmes autochtones que le pays s'est créé et c'est sur leurs kilomètres de territoire que le Canada a bâti sa modernité et sa puissance économique. À l'entrée de la galerie, 3 colonnes de ciment intitulées « Mythologie post-industrielle » font miroir au bâtiment du ministère des Affaires indiennes qui se trouve seulement à quelques pas du lieu d'exposition. Les colonnes sont imposantes et exigent à ce que la problématique des femmes autochtones disparues ou assassinées soit sur notre liste de priorités en tant que société. Dans une vidéo-performance qui accompagne l'exposition, je transporte un bloc de glace sur un traîneau traditionnel qu'on appelle travois. L'eau du cube provient directement de la communauté de ma mère Kitigan-Zibi et font tout le long de mon trajet de la galerie jusqu'à l'île Victoria, un territoire algonquin et lieu de rassemblement sur la rivière des Outaouais à Ottawa. Certains peuvent y voir un nomadisme émancipateur, mais c'est surtout une façon symbolique d'amener l'histoire devant le Parlement canadien de Shannon et Maisie, 2 adolescentes de Kitigan-Zibi qui ont disparu en 2008.
La jupe contenue dans le bloc de glace a ensuite été insérée au cube de béton suspendu dans l'espace de galerie. L'œuvre, qui s'appelle Quasi-Guan, qui veut dire d'un grand poids en Anishinaabemowin, fait référence à la lourdeur du ciment, mais souligne aussi l'ampleur de la tâche qui pèse dans la mémoire collective des Canadiens quand ça en vient au féminicide autochtone. Une statue à l'échelle humaine et au corps de femme intitulée La guerrière se tient solidement debout dans une pièce lumineuse. La peau est écorchée et des morceaux de tissu se cachent sous l'épiderme pour former des cicatrices dans les membres. Le corps est meurtri et déformé. Le visage est remplacé par un masque de billes noires faisant référence au regalia, un habit traditionnel salué dans les cérémonies et dans les powwows. Cette sculpture évoque le sort des 1600 femmes autochtones disparues ou assassinées et se présente comme une égérie à la façon des statues de l'Antiquité. Pour l'accompagner, une série de bustes coulés en béton et recouverts de mini-jupes trouvées dans des magasins de seconde main portent individuellement le nom d'une femme disparue. Ils s'appellent Sonia, Patricia, Abigail ou encore Shannon et Maisie. La lourdeur du ciment fait des objets facilement émergeables au fond d'une rivière, comme la jeune Tina Fontaine retrouvée en 2014 au fond de la rivière Rouge à Winnipeg. Leur présentation élégante et soignée sur des tiges de métal dans une galerie d'art en fait des objets précieux. J'imagine que la présentation de la totalité des 1600 bustes des femmes autochtones disparues et assassinées dans un espace public rendrait comme une évidence l'état alarmant de ce problème de société. J'aime imaginer qu'à elles toutes, dans leur ensemble, ces femmes forment une armée de guerrières dans leur propre espace-temps. Bien que les femmes autochtones soient trop souvent confinées au bas de l'échelle sociale, il ne faut pas oublier qu'elles sont aussi des survivantes de siècles d'assimilation, d'abus, d'exploitation et de dépossession de leurs valeurs matriarcales. Mes œuvres cherchent à communiquer ce sentiment, mais tendent aussi vers une émancipation à sortir de l'ombre des récits collectifs et personnels. Ma plus récente exposition, Memories We Shouldn't Speak Of, actuellement présentée à la Galerie Action Art Actuel à Saint-Jean, sur Richelieu, remet en question notre relation légale et symbolique avec la monarchie britannique. Dans une œuvre intitulée « The Queen is not my mother », je place une couronne de cheveux au milieu d'une surface de goudron pour critiquer les 150 dernières années de racisme environnemental, politique et social au nom de la monarchie britannique. Dans la culture autochtone, les cheveux sont un symbole de mémoire, et lorsqu'ils sont souillés par des projets de sable bitumineux, de pipelines ou autres catastrophes environnementales, cela entraîne cancer et autres maladies. Le Canada est encore un acteur de racisme environnemental où il place les communautés autochtones comme étant les premiers touchés par ces conséquences environnementales. Cette exposition s'oriente donc également autour du deuil et aux traces laissées par ceux qui nous quittent. Dans sa vidéo « The Long Sleep » de l'artiste cri Sébastien Aubin, que j'ai choisi d'inclure dans l'installation, l'artiste pose un geste symbolique après avoir perdu sa mère. Pour moi, cette œuvre rappelle que la disparition d'une femme, qu'elle soit autochtone ou non, touche bien plus large que juste la personne elle-même. La vidéo met aussi l'accent sur l'importance d'inclure les hommes dans la question de féminicide et dans le processus de réconciliation. Notre rôle en tant que femmes autochtones qui agissons à titre d'artistes et d'observatrices n'est pas seulement d'analyser ces tragédies ignorées et de garder les questions vivantes, mais c'est aussi d'examiner notre rapport au capitalisme mondial qui contribue directement à l'exploitation des femmes autochtones. Les médias aussi contribuent souvent à perpétuer l'image de la femme autochtone victime. On choisit de montrer uniquement l'aspect négatif de la réalité autochtone en ne montrant que la pauvreté, la violence et les problèmes de consommation. Lors d'une carte blanche pour le Festival du Nouveau Cinéma, j'ai décidé d'inviter 6 femmes autochtones de Montréal que je respecte à se réunir autour d'une table pour boire du champagne, déguster un repas gastronomique
et simplement échanger. Dans Créatura Dada, la célébration de la femme autochtone dans sa splendeur, sa folie et son charisme devenait pour moi une façon de présenter des femmes autochtones sous une autre lentille que celle véhiculée dans les médias. Pour moi, c'est une forme de résistance. Les lieux clos comme les galeries ou les cinémas deviennent des espaces de sociabilité et de propagande où, grâce à l'art, on peut construire de nouveaux dispositifs et permettre d'orienter, modeler et éduquer face aux enjeux autochtones contemporains. Il est important que ces enjeux soient insérés dans le tissu culturel et politique de la société canadienne pour qu'ils arrêtent d'être le problème lointain d'un pays éloigné et pour que les Autochtones, et plus particulièrement les femmes autochtones, puissent enfin cesser d'être marginalisées. Ça aura pris 4 générations pour me déposséder de ma langue, ma terre, ma culture. Peut-être qu'il en faudra 4 pour rebâtir et réapprendre, mais chose certaine, c'est que nous sommes beaucoup d'artistes, d'activistes, d'intellectuels autochtones à vouloir sortir de l'ombre et retrouver la place qui nous revient. Chimigwich.